Voilà, merci beaucoup Gilles Mérindi pour ces précisions. Maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous parlons de la gratuité. La gratuité est venue amener quand même quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous sommes ici sur ces plateaux avec les invités pour en parler précisément. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous rappelons que c'est depuis 2019, d'ailleurs c'était dans le projet des 100 jours du chef de l'État, donc dans les premiers 100 jours du chef de l'État, que ce projet a été mis en application en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la province du Sud-Kivu, par rapport à la gratuité, parce que quelque chose qui vient de faire 5 ans, quand même, il doit déjà y avoir des effets certains. Elie Balemba, de votre côté, quels sont les bienfaits et les mauvais côtés de la gratuité dans la province du Sud-Kivu et en République d'une manière générale? De prime abord, messieurs les journalistes, la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, comme venait de le dire mon débatteur ici. Oui. Et comme c'est constitutionnel, c'est par la volonté, la propre volonté et la sincère volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a prôné la gratuité. Parce que vous vous souviendrez que depuis que nous existons, aucun chef de l'État n'avait jamais prononcé ça, la gratuité. Mais lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait comme vous l'avez dit, que c'était dans le programme de 100 jours. Oui. Il a voulu voir les enfants de l'école primaire d'abord parce que vous le savez bien que pour mieux faire, il faut commencer. Même dans la Bible, c'est bien dit, ce que vous auriez fait au plus petit à moi, et c'est à moi que vous l'auriez fait. Oui. Et donc, le chef de l'État a trouvé gain de cause de commencer par la gratuité à l'école primaire. Et comme c'était sa propre volonté dans le programme de 100 jours, le chef de l'État a mis ça au pied d'œuvre pour que les enfants puissent étudier dans l'esprit apaisé. Mais vu que notre pays a beaucoup d'ennemis, la gratuité est en train d'être étouffée petit à petit. Si vous le voyez très très bien, quelque chose qui est constitutionnel, donc c'est reconnu dans les lois du pays, mais les gens commencent à vouloir marcher sur cette gratuité. Parce que le fait de dire qu'il n'y a pas de rentrée scolaire, vous comprenez qu'on est en train de vouloir réclamer salaire, mais aussi quelque part, on ne sait pas si ces gens aussi préféreraient que la gratuité de l'enseignement puisse continuer. Voilà, commençons par les bons côtés des choses. C'est quoi les bons côtés des choses de cette gratuité? Les bons côtés des choses est que d'abord, vous savez que nos parents, nombreux de nos parents, vous savez que, bon, peut-être c'est dans cette ville, quand on vit dans cette ville, on pense que tout va bien. Oui. Mais quand on essaie d'aller dans des villages, on essaie d'aller plus loin de la ville, on trouve que nombreux de parents ont du tort, ont difficulté de faire scolariser leurs enfants. Mais lorsqu'il y a gratuité, et donc les enseignants seront payés par l'État congolais, et non que les parents puissent aussi payer, donc tout enfant, comme nous le connaissons, a droit d'étudier, a droit à l'éducation. C'est ce qui est positif. Le chef de l'État a pensé au social, comme je l'ai dit ici, que je suis dans cette émission, État social, mais aussi politique. Même le chef de l'État aussi, nous avions trouvé sa bonne volonté d'être dans le social, mais aussi comme chef de l'État, il est aussi politique. Et donc, ce sont des choses qui doivent marcher ensemble. Le chef de l'État a fait la politique de faire scolariser les enfants dans la gratuité de l'enseignement. Mais vu que lorsqu'on est on est un contre tous, peut-être ça ne peut pas aller. Ou on est deux contre tous ou trois contre tous. Donc vous comprendrez que vous serez étouffé. C'est la chose qui fait que aujourd'hui vous commencez à comprendre des clopas dans l'enseignement. Mais si vraiment les Congolais se mettaient ensemble pour trouver la solution, je suis d'accord que l'enseignant doit toucher aussi bien parce que pour bien transmettre la matière aux enfants. Alors du côté négatif. Du côté négatif, qu'est-ce que je peux relever, messieurs les journalistes? Comme vous le savez, nous devons savoir que la matérialisation de cette gratuité. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que je suis sûr et certain que dans cette gratuité, parce que vous savez que tout débit est difficile, messieurs les journalistes. Vous le savez même, je peux donner un exemple. Quand vous avez commencé votre chaîne ici, Cri d'Alarme TV, vous avez trouvé que pour débiter, c'était un peu difficile. Chose que les gens n'ont pas pu comprendre très rapidement, que pour que le chef de l'État puisse y arriver, il faudrait d'abord qu'il y ait quelque chose de difficile. Et que nous-mêmes Congolais, État tous Congolais, de père et de mère,
nous devrions d'abord comprendre que le chef de l'État a une volonté qui doit aider les Congolais. Et nous tous, nous devrions en prendre comme notre cheval de bataille, et que nous puissions l'accompagner, parce qu'il avait dit que et tout ce que je peux le faire, ça ne peut être réalisé que si votre accompagnement est bien prêté à ma faveur. Et donc c'est pourquoi j'ai dit que du côté négatif, la gratuité de l'enseignement n'a pas pu réussir comme ça devrait être, mais c'était tout au début. Mais je sais qu'avec la volonté du chef de l'État, il devrait le faire arriver, parce que tous les Congolais s'attendaient à ça. Et comme c'était déjà prôné par le chef de l'État, nous devrions accompagner ça, chose qui n'a pas été faite par plusieurs Congolais. Mais moi, à ma modeste personne, j'ai accompagné la gratuité et je savais que ça devrait réussir. On va revenir à vous, Elie Balimba. Posons la même question à M. Gilles Merindi. Gilles Merindi, la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, quels sont les bons côtés de votre niveau et les mauvais côtés ou les points négatifs à relever? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et pour répondre à votre question, montrons d'abord la problématique de cette gratuité. Vous savez, la gratuité de l'enseignement a vraiment trois acteurs principaux ou trois parties prenantes principales. Il s'agit des parents, des enseignants et le gouvernement. Et mon ami vient de dire que c'est le président de la République actuelle qui a commencé avec la gratuité. Non, je vais lui rappeler qu'en 2007-2008, avec comme ministre de l'enseignement Maker Mwango, il avait essayé de mettre en œuvre cette gratuité, mais le gouvernement de cette époque s'était heurté sur le plan des moyens, ce qui est le cas d'ailleurs pour aujourd'hui aussi, parce qu'eux avaient mené des études et ont compris qu'avec ce que d'abord ils avaient comme fichier des enseignants, c'était vraiment impossible qu'ils puissent mécaniser tous les enseignants qui étaient dans le fichier. Parce qu'il y avait des fictifs, il y avait des doublons, il y avait aussi beaucoup de désordre dans ce fichier. Oui. Alors, ils s'étaient heurtés à cette difficulté et ils ont dit non, arrêtons d'abord avec cette gratuité. Mais pour ce qui est du gouvernement actuel, ils sont allés, bien sûr qu'ils avaient la bonne volonté, mais ils étaient allés plus vite en besogne. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'ils n'ont pas pu faire les études que leurs prédécesseurs avaient fait. Parce que s'ils avaient fait les mêmes études, pour ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, peut-être eux aussi pouvaient y aller, mais avec une vitesse un peu lente par rapport à celle avec laquelle ils sont partis. Pourquoi je le dis? Vous savez que la gratuité de l'enseignement concerne les écoles ou les établissements publics. Et parmi les établissements publics, il y a ce qu'on appelle les écoles conventionnées et les écoles officielles de l'État. Et si vous voyez la statistique par rapport aux écoles officielles de l'État et les écoles conventionnelles, vous allez trouver que ce sont les écoles conventionnelles qui sont plus nombreuses par rapport aux écoles officielles. Et quand on voit encore les écoles conventionnées, ce sont des écoles qui sont gérées par des privés, par des confessions religieuses. Et quand il y a des gestionnaires des écoles avec ce qu'on avait comme la prime, beaucoup de ces gestionnaires étaient des bénéficiaires de cette prime. Ils ne pouvaient pas accepter de se réveiller un bon matin et dire que non, dès aujourd'hui, on coupe tout ce que vous avez comme avantage. Non. Et voilà là où les blocages ont commencé. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de couper tout au même moment. Du côté maintenant des enseignants, les enseignants savaient que non, ok, on touchait les paix là que l'État nous donnait et on touchait aussi quelque chose de la part de l'école. Maintenant, on a coupé ce qu'ils touchaient du côté de l'école. Ils sont restés avec tous les paix là qu'ils touchaient du côté du gouvernement. Et c'est là où ils ont commencé à réclamer qu'ils ne peuvent pas vivre de ce que le gouvernement leur donnait. Ils devraient augmenter. Et le gouvernement aussi, au lieu d'être un peu rapide dans l'exécution dans le respect des promesses qu'ils donnaient aux enseignants, ils ont préféré d'ailleurs augmenter pour les députés et non pas pour les enseignants. Vous imaginez un député qui ne siège que 6 mois sur 12 mois de l'année, vous lui donnez par exemple 22 000 $, et un enseignant qui est debout pendant 220 jours, vous lui donnez moins de 100 $, ou tout au plus 100 $. Vous comprenez que c'est inadmissible dans un même pays qui est quelqu'un qui a 32 000 $ ou 22 000 $ et un autre qui a 100 $. Alors, ça a commencé à créer des frustrations dans l'esprit des enseignants. Même les parents aussi ne sont pas vraiment bénéficiaires de cette gratuité. Parce que vous allez voir, depuis qu'il y a la gratuité,
il y a aussi quelque chose de réduction de la qualité de l'enseignement qu'on a et que nos enfants sont en train de recevoir pour le moment. Parce que quand il y a eu la gratuité, même s'il n'y avait pas cet aspect-là d'obligation, parce que l'article 43 aussi dit que non seulement que ça doit être gratuit, mais ça doit être aussi obligatoire. Mais étant donné que c'était déjà gratuit, tout le monde voulait envoyer son enfant à l'école. Et par conséquent, il y a eu pléthore dans les salles de classe. Les enseignants étaient débordés. Oh, ils devraient d'abord commencer par faire des études. Est-ce qu'on a des écoles qui peuvent vraiment recevoir tous les enfants et qui sont en âge d'étudier si une fois on envoyait tous les enfants à l'école? Ils devraient d'abord commencer par construire des classes, des écoles partout où il n'y en avait pas. Quand il y aura déjà des classes qui peuvent vraiment accueillir tous les enfants en âge de scolarité, ils devraient maintenant étudier sur la prise en charge de ces enseignants plutôt, et voir combien touche un enseignant. Est-ce que ce qu'il touche comme salaire peut lui aider à réunir les deux bouts du mois? Et c'est par là qu'ils devraient d'abord commencer. Et quand ils auraient déjà résoudre les deux problèmes là que je viens de citer, c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient vraiment lancer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Puisque là, l'enseignant serait à l'aise, et l'enfant aussi serait à l'aise, et les parents aussi seraient déchargés de la prise en charge, parce que ce sont des enseignants, des parents qui prenaient en charge les enseignants pendant toute la période de la prime. Mais notre gouvernement a préféré aller de promesse en promesse, et aujourd'hui, les enseignants aussi sont fatigués. Ils l'ont fait en 2018, ils l'ont fait en 2019, jusqu'aujourd'hui, on ne fait que leur promettre, on va ajouter, jusqu'aujourd'hui. Alors, si les enseignants ont décidé peut-être de cette fois-ci de ne pas rentrer pour ce 2 septembre, moi, quelque part, je ne peux pas les condamner. Au contraire, j'interpelle notre gouvernement de voir comment est-ce qu'ils peuvent réduire le train de vie de ces députés qui ne font presque rien, et voir comment est-ce que l'argent là qu'ils auront récupéré, de le transmettre dans les comptes des enseignants, pour que l'enseignant aussi puisse... Parce que vous savez que dans les anciennes années, un enseignant c'était un noble. Quand vous étiez dans un même quartier avec un enseignant, vous comprenez que vraiment, ce papa, non seulement qu'il est intellectuel, mais aussi il a un beau travail. Tout le monde envie être enseignant, mais aujourd'hui, qui peut envier être enseignant ou qui peut envier être un militaire ou un policier? Personne. Parce qu'ils ne sont pas vraiment pris en charge correctement par notre gouvernement. Voilà, merci beaucoup Gilles Merindi pour ces analyses aussi importantes. Voilà, nous abordons l'autre question. L'autre question est liée même à ce qui est donné à nos enfants. Ça veut dire l'enseignement en question. Est-ce que ces enseignements répondent-ils aux réalités du moment? C'est une question très capitale et aujourd'hui ça fait défaut lorsqu'on devient adulte. On se trouve qu'il y a une adéquation entre ce que j'ai étudié et la vie que je mène de tous les jours. Ou bien il y a d'autres problèmes. Voilà, je crois que vous avez mené des recherches par rapport à ça. Djogoza Serkali, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que l'enseignement d'aujourd'hui et la réalité ou les réalités du moment, est-ce que ça marche de pair ou comment? Comme vous le savez, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas nous plaindre quant à ce qui concerne l'éducation parce que, sachant que les enseignants sont restés les mêmes, c'est pas à dire qu'il y a eu gratuité, on a chassé ces enseignants et on est venu avec d'autres enseignants. C'est seulement les conditions dans lesquelles apprenaient les enfants la matière, donc, ce qui a un peu changé. Parce que vous vous souviendrez, lorsqu'on avait lancé la gratuité, nous avions essayé un peu de marcher dans quelques écoles du milieu. Nous avions trouvé d'abord, tout auparavant, il y avait manque de craie. Et il y avait aussi échauffourée. Les enseignants se posaient la question, comment, et parce qu'il y a des Congolais qui sont habitués d'abord à des grandes choses, alors quand ils trouvent des petites, ils trouvent comme si c'est lésé. Donc comme les enseignants savaient déjà que la prime existait, ils savaient que ça doit demeurer, alors que quand l'État est là, et quand l'État est fort, il y a des changements qui existent. Et donc, je peux dire qu'il y a un peu des changements qui semblent être négatifs du côté d'apprentissage scolaire. Oui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit ici sur ce micro, tout début est difficile. Que ce soit dans n'importe quel domaine, quand vous voulez commencer quelque chose, il y a une petite difficulté qui intervient. Mais
petit à petit, j'ai trouvé que l'État commençait déjà à régler quelques problèmes. Et comme ils ont cité ça, les enseignants, qui ont parlé que les enseignants, les NU, les nouvelles unités, doivent être matriculés aussi. C'est là où maintenant ils devraient, parce qu'on doit y aller petit à petit. Sache bien que l'État aussi n'a pas seulement ces programmes-là. Vous savez que dans les programmes de 100 jours, ça n'a jamais été fini. Ce sont des projets qui sont toujours en cours, malgré ça peut être gelé. Mais les enseignants devraient aller petit à petit. S'il s'agissait de demander que les enseignants NI puissent être matriculés, là, on pourrait soumettre cette question à l'État congolais. Et une question suivante devrait être peut-être pour les enseignants retraités. Et la question suivante devrait être peut-être pour leurs soins sanitaires qu'ils ont parlé d'aller. Parce que j'ai suivi différentes branches dans leur déclaration. Ils parlent des soins sanitaires, ils parlent des NEU qui soient matriculés. Ils parlent aussi sur que les enseignants aussi puissent être considérés, qu'on puisse leur augmenter les salaires. Et donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas aussi surcharger l'État. Il faut aller petit à petit pour que l'État puisse trouver la solution. Mais ça fait déjà 5 ans depuis que la gratuité est là. Est-ce que vous trouvez que c'est rapide? Et pourtant, ça fait déjà 5 ans. Vous le savez, messieurs les journalistes, même Rome n'a pas été construit pour un seul jour. Rome a demandé beaucoup d'années pour que ça puisse être construit. Vous savez ça. Et donc, vous comprendrez qu'avec 5 ans, si vous regardez bien dans les projets que lancé le chef de l'État dans son programme 100 jours, il y en avait beaucoup. On peut parler de l'enseignement aujourd'hui parce que c'est l'actualité, c'est ce qui est en train de s'ouvrir l'horizon ici bientôt. Mais si vous regardez aussi, il y a encore les projets 145, les PDL 145 territoires et consorts. Vous comprendrez que l'État, bon, il peut y avoir les moyens, mais il y a beaucoup de choses à relever. C'est pourquoi nous d'abord, moi, Congolais et les enseignants, devraient d'abord y aller petit à petit. Moi, je solliciterais qu'il y ait rentrée scolaire, mais qu'ils puissent poursuivre. Parce que lorsque vous avez déjà des syndicats, les syndicats s'en chargent. En attendant que les autres étudient, c'est comme on peut dire que à l'école, on nous apprenait qu'on peut s'asseoir même dans l'allée pourvu qu'on apprenne quelque chose. Donc l'essentiel est d'apprendre quelque chose, mais qu'on soit en train de rétablir les choses, qu'on soit en train de voir quoi faire, de trouver solution petit à petit, parce que même si on grèvait, hein, les enseignants là qui demandent cette grève, leurs enfants aussi étudient. Ils doivent aussi rester dans la cour. Moi qui ne suis pas enseignant, peut-être mon petit frère ou quelqu'un aussi ne doit pas aller à l'école. Vous voyez ça? Et donc vous comprendrez que pour mettre d'abord à terre la rentrée scolaire, ça touche à tout le monde. Et les présidents de la République, et les ministres, et les enseignants, et nous les Batambla Pipa, ça nous touche tous parce que l'éducation est générale. Et donc nous devrions faire qu'il y ait rentrée scolaire, mais que l'État aussi puisse s'y investir. Parce que moi je ne condamne personne, et les enseignants, et l'État, mais nous sommes des Congolais, nous devons d'abord avoir l'esprit patriotique, aimer le pays, et quand on aime son pays, on cherche à trouver la solution petit à petit. C'est ça ce que moi je croyais, on devrait mettre en œuvre pour que nous puissions quand même aller de là-bas petit à petit. Parce que si on grève, qui est perdant et qui est gagnant? C'est ça la question que je me pose. Qui est perdant et qui est gagnant dans cette grève? Mais moi j'espère que tout Congolais est perdant dans cette grève.